Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 174e Sitrep sur la Syrie et la Palestine en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour, bonjour les amis. Et puis, nous revoilà ensemble au 201e jour de l'agression israélienne contre les Palestiniens, qui tiennent bon, qui résistent, qui n'arrêtent pas de montrer leur détermination à vivre et à se libérer du joug de l'occupant israélien, malgré les grands crimes qui sont commis tous les jours, malgré le nombre incroyable de victimes. On en est à 34 000 personnes, 34 292 personnes qui sont décédées et à Plus de euh, 17 000 blessés. plus de 17 000 blessés. Non, 77 Ah, pardon, 000 blessés. pardon, 77 000. 77 Oui, 000 blessés exact. et avec des dizaines de milliers de personnes sous les décombres qui n'ont pas été détectées, qui n'ont pas été enterrées, je peux dire. On continue à trouver des charniers partout. Après le retrait de l'armée israélienne d'un endroit, on trouve des charniers, alors qu'en même temps, ils continuent à commettre des crimes, des massacres. Ils bombardent les maisons sur leurs habitants. Et en fait, là, le dernier charnier qui a été découvert, quand ils se sont retirés, l'armée israélienne s'est retirée de Khan Younes. On a vu dans l'hôpital Nasser, à l'intérieur de l'hôpital, un charnier de 200 personnes. Alors, Ça, au ça vous moins, rappelle quand même au moins aussi. 200 personnes, hein, certains, ceux qui travaillent Ouais. sur place parlent de 300, voire même 400. On n'a pas fini de compter malheureusement les cadavres et d'en découvrir. Et le chiffre final risque d'avoisiner 400 personnes selon les dernières informations. Alors on va en Mm. revenir en détail sur ce qui se passe en Palestine et notamment sur ce charnier. Mais je pense qu'en premier, il serait intéressant de parler de la riposte iranienne qui a eu lieu 2 jours après notre dernier sitrep, euh, puisque c'est celle qui a monopolisé l'attention internationale pendant une semaine, et dont tout le monde a parlé, et effectivement, et même les Palestiniens en ont parlé. Cette riposte Elle iranienne est belle. a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 avril, soit donc 2 jours après notre dernier sitrep, où justement nous titrions l'Iran va-t-il riposter à l'attaque israélienne sur l'ambassade iranienne à Damas. Et Tout donc, à fait. est-ce que tu peux nous parler La, des la réactions. riposte Pardon. Oui, La riposte iranienne, effectivement, a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Une riposte cinglante, comme l'avait annoncé le Al-Murshid Khamenei. En fait, cinglante, et il avait dit Israël s'est trompé et il aura une grosse claque dans notre réponse, en fait. Et de la même manière, le président Raisi est le responsable de l'armée, donc de l'armée CGRI. En fait, tout le monde et cette riposte a eu lieu. Alors là, il y avait 150 à 200 drones qui étaient partis de l'Iran, en fait, et qui sont arrivés jusqu'à l'extrémité même d'Israël, au bord de la Méditerranée, à la base dont est parti les avions qui ont agressé, les avions et les missiles qui ont agressé l'ambassade iranienne à Damas. Hein. C'est la base Novamim, non, non, Novamim. Effectivement, qui a été détruite complètement, cette base. Hein. Donc, les drones, ils ont traversé. Alors, je vous demande de regarder un petit peu la distance. C'est une grande première d'abord, techniquement, parce qu'elle a traversé plus de 1000 kilomètres. Hein. La distance entre l'Iran et la Palestine occupée, plus de 2000 kilomètres, en fait. Hein. Et
il a bien visé son objectif malgré les tentatives d'interception qui sont sur le chemin, donc qui ont été tirées par les bases américaines qui sont en Jordanie, à Qatar, et par les Émiratis qui sont de l'autre côté sur la rive du Golfe aussi. Et puis, le fameux dôme de fer. Donc, ces drones ont passé tous ces obstacles, hein. Ils sont arrivés quand même à leurs objectifs de manière très précise. C'était donc une riposte cinglante, limitée, qui voulait juste asséner je dirais, une fessée à Israël, les côtés à l'endroit où d'où était partie l'agression contre la Syrie, contre l'ambassade iranienne en Syrie. Et puis, mais aussi qui était un message très important montrant quand même la capacité technique de l'Iran à passer à travers toutes les défenses, entre guillemets, les défenses israéliennes, le dôme de fer, etc. Il y a eu plusieurs niveaux. Les alliés d'Israël qui existent aussi dans les pays voisins, qu'elle a traversé aussi, qu'ils ont traversé, et qui n'ont rien pu faire pour empêcher ces drones. Et c'était, par contre, je peux dire que les Gazaouis, tout le peuple palestinien et même le sud de la Syrie, même les Jordaniens, etc., ils observaient ces drones lumineux qui traversaient le ciel avec grande joie et ils applaudissaient. Ça a donné un moral fantastique à tous les peuples, hein, je dirais, de la région, tous les peuples arabes et surtout au peuple palestinien qui se bat, qui continue aussi à se battre et à recevoir aussi des coups importants de la part des Israéliens, surtout que les bombardements n'ont pas cessé depuis 200 jours. On est au 201e jour, hein, depuis 201 jours, les bombardements n'ont pas cessé, ils sont aussi sans électricité, sans eau, sans vivre là, et puis on les affame puisque les Israéliens interdisent aux camions alimentaires de rentrer dans le passage de Rafah. Et là, on vient de découvrir que ce passage de Rafah, bien qu'il soit entre l'Égypte et la Palestine, qui devrait être en fait contrôlé par les Égyptiens et les Palestiniens, en fait, il est contrôlé par les Égyptiens. Et si les Israéliens ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas rentrer. Donc les Égyptiens et les Israéliens. On va Donc revenir voilà. sur la riposte iranienne qui a été à la fois importante mais mesurée. Donc tu as parlé de Voilà. 200 drones, mais il y avait également plus d'une centaine de missiles, dont des missiles balistiques. Tout à fait. On peut préciser également qu'il y a eu des aéronefs, des avions majoritairement américains, mais également britanniques et français, qui ont décollé pour intercepter certains drones ou certains missiles. Exactement. Il y a une différence de coût quand même énorme, puisque l'attaque iranienne a coûté quelques dizaines de millions d'euros, alors que la riposte, via le dôme de fer et via les interceptions des avions, a coûté environ 1 milliard de dollars. Donc c'est pas on n'est pas sur la même échelle. Est-ce que tu peux nous parler Tout à fait. des réactions israéliennes? Puisque d'un côté, les Iraniens se sont félicités que certains de leurs missiles et leurs drones ont finalement pu atteindre leur cible, alors qu'en face, on s'est félicité d'avoir intercepté en grand nombre. Donc tout le monde s'est félicité finalement. Et il n'y a pas eu de mort, hein, on peut le préciser. Quelles ont été les réactions israéliennes et occidentales? Alors, il y a la réaction, la vraie, et il y a aussi le travail des médias pour gommer les vraies réactions. Alors, je peux dire quand même que au niveau israélien, au niveau de l'armée, au niveau des forces
la fois politique et militaire, la réaction était surtout une réaction de peur et puis comment ils étaient étonnés que l'Iran, d'une part, que l'Iran puisse riposter, parce que en fait, il faut dire aussi que les renseignements israéliens avaient prévu que l'Iran n'oserait jamais riposter. Ça, c'est un premier point. Et il a riposté. Le deuxième point, c'est qu'il n'aurait jamais les outils et les armes pour pouvoir traverser tous ces obstacles, qui sont des obstacles importants quand même, depuis le Golfe, hein, en fait, où il y a quand même la panoplie d'armes américaines, hein, et Al-Baz Al-Hadid qui est à Qatar aussi, et aussi la base qui est en Jordanie, les Français, les Britanniques, hein, qui sont là aussi, qui ont tous tenté d'intercepter et qui n'ont rien pu faire, ni même dévier les drones de leur trajectoire, puisque ce qui était visé, c'était aussi cette base d'où étaient partis, et l'aéroport avec, d'où étaient partis les avions, les missiles qui ont agressé l'ambassade iranienne en Syrie. Mhm. Donc là aussi, c'était un problème, un point important. Donc une démoralisation et aussi des colons. D'un autre côté, les Palestiniens, ça a été une très grande joie. Ils continuaient à surveiller dans le ciel et ils prenaient des photos en applaudissant en fait les drones iraniens. Ça a remonté le moral un maximum, parce que c'est vrai que cette fois ils ne sont pas tout seuls, mais ils ne pensaient pas que l'Iran allait intervenir personnellement dans le combat. Donc, alors que effectivement l'Iran soutient parfaitement la résistance. Il y a aussi la résistance yéménite qui soutient parfaitement, la résistance libanaise qui soutient, la résistance irakienne qui soutient, la résistance syrienne aussi qui soutient les Palestiniens à Gaza. Mais ils ne pensaient pas que l'Iran allait rentrer de manière directe. Et dans cette opération, l'Iran est rentré de manière directe aux côtés des Palestiniens par leur soutien. Et ça, c'est quelque chose, c'est un saut qualitatif important qui a amélioré le moral des Palestiniens, et qui montre aussi que l'ensemble de l'axe de la résistance est très lié, alors qu'il y a eu beaucoup de tentatives pour les séparer les uns des autres, et séparer, et dans les médias, beaucoup de médisance sur les uns les autres, etc., où ils parlaient aussi de dissension. Ils ont essayé de jouer la carte confessionnelle entre sunnites et chiites. Ils ont essayé de jouer contre la résistance en disant ouais, ils parlent beaucoup, mais ils n'agissent pas, et ils laissent les Gazaouis mourir tout seuls, etc. Et ben là, ça a été aussi une manière pas seulement de clouer le bec à tous ces médias qui ne font que prêcher la discorde, hein. Et donc là, ça a montré que, d'abord, que l'axe de la résistance, il est bien fort et bien, bien cohérent dans ses propos et dans ses actions, que l'Iran soutient réellement, et aussi bien, pas seulement dans les propos, mais aussi dans les scènes politiques, mais aussi dans les actions militaires quand il le faut, mais que tout ça, c'est bien étudié, bien mesuré et bien contenu quand il faut, évitant toujours de provoquer une guerre mondiale ou de provoquer l'élargissement du conflit, parce que je voudrais signaler quand même que les Iraniens ont informé les États-Unis 24 heures avant, en disant nous allons attaquer, mais c'est une affaire entre nous et Israël. Vous tenez à l'écart, et puis basta. Alors on peut Donc, se douter que si l'Iran a prévenu les États-Unis,
que les États-Unis ont prévenu Israël, évidemment. Ce qui explique également pourquoi il n'y a pas eu de mort. D'ailleurs, ça me fait penser à cette attaque américaine sur une base syrienne en 2017 où Trump avait prévenu la Russie, qui avait elle-même prévenu Bachar al-Assad et donc la Syrie, et qui c'est pareil, une attaque de 57 missiles qui n'avait pas fait de mort. Je voudrais que tu nous parles également, il y a eu comme réaction occidentale, on peut mentionner quand même les sanctions supplémentaires contre l'Iran, comme si l'Iran ne souffrait pas déjà assez de ces embargos illégaux. Alors là, c'est vraiment la réaction par rapport à cela. D'abord, les Occidentaux ont commencé à dire « Ah, c'est une agression de l'Iran contre Israël », alors que ce n'était pas une agression, c'était une riposte à une agression, à une double agression. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, ça a été une riposte, et une riposte bien préparée, bien contenue, et que Israël méritait parce qu'elle a agressé et tué des responsables importants, des personnalités importantes iraniennes et qui sont impliquées dans la résistance et dans la résistance palestinienne, effectivement, et en agressant deux pays. La Syrie, d'abord, qui est un pays souverain, et puis l'ambassade de l'Iran qui est en Syrie, qui n'est rien d'autre qu'une extension du territoire. Donc en violant deux fois le droit international. Alors là, on ne les a pas entendus parler, on n'a entendu aucune condamnation de l'agression israélienne par les médias occidentaux et par les Occidentaux, les responsables occidentaux, alors que là, tout d'un coup, il y a des condamnations de cette attaque de l'Iran contre Israël, etc., qui d'ailleurs s'est soldée par hier dans la réunion de l'Union européenne, Joseph Borrell qui demande des sanctions supplémentaires contre l'Iran. Le Conseil de sécurité, Guterres, qui a condamné aussi cette riposte iranienne en disant c'est une agression et qu'il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, mais il condamne complètement. Et que d'un autre côté aussi, il demande des sanctions où il a approuvé des sanctions contre l'Iran. Donc là, les deux poids deux mesures font rage, je pourrais dire, aussi bien dans les instances internationales, le Conseil de sécurité et l'ONU, alors que effectivement, c'était une riposte tout à fait dans le droit. L'Iran était dans le droit puisqu'il ripostait contre une attaque réelle contre son territoire et contre le territoire de la Syrie. Une attaque à sa souveraineté nationale. Face à cela... Depuis le 7 octobre, ça fait plusieurs fois qu'on l'a souligné dans un certain nombre de sites rep, depuis le 7 octobre 2023, les médias occidentaux, y compris français, à chaque fois qu'ils parlent du Hezbollah, de l'Iran, des Houthis, etc., à chaque fois ils disent financé par l'Iran, etc., commandité, armé par l'Iran. On voyait bien qu'il y avait une musique qui montait contre l'Iran. Il y avait vraiment cette diabolisation de l'Iran qui était vraiment très, très lisible. Ce qui me fait dire qu'en fait, Netanyahou a sciemment provoqué donc la réaction iranienne et espérait en fait pouvoir liguer un certain nombre de pays, monter une sorte de coalition pour aller bombarder l'Iran et notamment les sites nucléaires iraniens. Et on a vu dès le lendemain de l'attaque, dès le dimanche 14 avril, Meir Habib donc tapiner, excusez-moi l'expression, sur les plateaux télé pour finalement paraphraser ce qu'avait dit le Rav Ron Shaya 12 ans plus tôt avec donc le bombardement de l'Iran, que les États-Unis et un certain nombre de pays occidentaux seraient obligés par la tignasse des cheveux de rentrer en guerre contre l'Iran. Meir Habib disait quasiment mot pour mot ce que le Rav Ron Shaya donc disait 12 ans plus tôt. J'invite vraiment les internautes à comparer les propos, c'est très étonnant. Mais il n'a pas eu de gain de cause. Netanyahou, enfin je parle pas de Meir Habib là, mais je parle parce que c'est pas lui le stratège, mais Netanyahou n'a pas eu le gain de cause, c'est-à-dire que l'Israël tout seul ne peut pas bombarder les sites nucléaires iraniens parce qu'ils n'ont pas les bombes pénétrantes qui pourraient aller taper en profondeur les sites nucléaires iraniens. Et donc ils ont besoin
des États-Unis, soit de le faire avec les États-Unis, ou soit mieux que les États-Unis le fassent à leur place. Or, les États-Unis ont dit non. Donc, j'en viens à cette petite riposte, finalement, cette petite riposte israélienne. Donc quelques drones, là on est très loin des 300 missiles et des drones iraniens lancés sur Israël. On parle de moins d'une dizaine de drones qui ont frappé Ispahan, qui est une ville où il y a un réacteur nucléaire iranien, si je ne me trompe pas. Et ces drones ont, semble-t-il, été lancés depuis l'Iran. Alors, est-ce que tu peux nous commenter donc cette riposte à la riposte? Moi, je voudrais quand même qu'on rappelle qui c'est Meir Habib, hein, qui est un parlementaire français, qui a une nationalité israélienne, qui est plus israélien que les Israéliens et qui sévit quand même dans le Parlement de France. Hein. Et que Il a servi comme de traducteur à Netanyahou lors de sa visite après l'attentat de Charlie Hebdo ou du Bataclan, un des deux. Il était traducteur pour Netanyahou. C'était le traducteur quand Netanyahou s'est exprimé en hébreu, Meir Habib le traduisait en français à ses côtés quand Bibi était non, en mais visite en France. C'est vraiment c'est son bras droit quoi. lui, voilà, il demande toujours plus d'intervention et puis plus de sanctions, plus d'interventions contre les Gazaouis, etc., et plus de répression en France contre les gens qui soutiennent la Palestine. Donc, c'est important de le dire. Par rapport à cela, effectivement, on parlait de ce qu'il demandait. En fait, moi, par rapport à cette riposte iranienne et par rapport à ce que les Israéliens auraient voulu faire, l'objectif de Netanyahou, c'est de pouvoir entraîner les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. Et comme tu disais, de toute manière, et donc aller à une guerre mondiale qui protégerait les deux d'ailleurs, autant Netanyahou que Biden, parce que Biden aussi a plein de casseroles et puis de problèmes aussi par rapport aux États-Unis et par rapport à la légalité, en fait, avec les histoires de son fils qui est impliqué dans des histoires de drogue et de trafic humain, etc. Ça les sauverait. Mais effectivement, je dirais, les États-Unis ne sont pas prêts à une confrontation mondiale et ils ne veulent pas en porter la responsabilité, en tout cas pas maintenant. Et une confrontation avec l'Iran, ça ferait aussi qu'il y aurait la Chine et la Russie qui interviendront certainement, et les États-Unis ne seront absolument pas gagnants, à moins que ce sera la fin du monde si on utilise le nucléaire des deux côtés. Parce que tous sont des pays nucléaires et l'Iran ne l'est pas, n'a pas la bombe nucléaire. Mais bon, la Russie là, la Chine là, la Corée du Nord aussi. Donc, ce sont tous des alliés Alors, de l'Iran. excuse-moi de te Et contredire, la Corée du Nord, il y a certains experts qui disent qu'ils l'ont, la bombe nucléaire, et d'autres experts qui disent que la Corée du Nord ne l'a pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Israël, qui n'a jamais signé aucun traité là, sur le n'a jamais reconnu officiellement, mais on sait qu'il a entre 90 et 200 têtes nucléaires, selon les experts. 350 têtes nucléaires, oui. 350 têtes nucléaires selon Voilà, leurs experts. voilà ça dépend des Voilà, expertises. Alors, voilà. est-ce que... Donc, Pardon? voilà, ça c'est la question. Donc là, ce qu'on peut en tirer, c'est que le droit international, en fait, selon comment on l'interprète, etc., du côté des agresseurs, c'est toujours deux poids, deux mesures, et que c'est toujours les pays occidentaux qui veulent prendre le monde en otage et puis imposer leurs lois par le biais de leurs instruments. Et pour moi, Israël n'est qu'un instrument occidental dans leur région, dans Mhm. la région. Alors il y a une semaine, le jeudi 18 avril, a eu lieu un vote à l'ONU pour la reconnaissance, enfin, il serait temps, de la Palestine en tant qu'État membre de l'ONU. Malheureusement, et sans surprise, il y a eu un veto américain, une abstention britannique, et un petit peu plus surprenant, mais pas tant que ça, c'est l'abstention suisse, puisque la Suisse a pris un mauvais chemin, malheureusement une mauvaise direction depuis quelques années en matière de politique étrangère. Est-ce que tu peux nous commenter ce vote?
Moi, je voudrais surtout dire, en fait, la Palestine est un membre auditeur, en fait, un membre qui n'est pas Observateur? permanent, observateur, voilà, à l'ONU depuis longtemps, depuis qu'Arafat a tenu un discours à l'ONU qui était à ce moment-là accepté comme un membre observateur. Et donc, dans les années 80, fin des années 80, quoi, pratiquement. Et ils sont membres observateurs. Et là, il était normal en fait, que la Palestine devienne un État, un membre à part entière, hein, avec toutes les qualités des membres à part entière de l'ONU, c'est-à-dire un droit de vote, un droit d'existence, et puis à la défense, etc., et à l'application des lois internationales à son égard et à faire respecter ses droits. Or, vraiment, le seul pays qui a fait un veto, c'est les États-Unis, encore une fois, ce qui montre une fois encore qu'ils sont pas seulement commanditaires de la guerre à Gaza, ils sont partie prenante. C'est eux qui agissent, en fait. Dans ce massacre à Gaza, ce sont les Américains. D'ailleurs, j'en tiens pour preuve aussi le pont aérien qui est complètement permanent entre les États-Unis et Israël dans les aides à tous les niveaux, mais surtout au niveau militaire. Et les bombes qui ont été déversées sur Gaza sont équivalentes maintenant à 3 bombes nucléaires, les tonnes de TNT qui ont été déversées. Et tout cela, c'est les États-Unis qui le fournissent parce que s'ils arrêtaient une journée, la guerre s'arrête. Parce que Israël n'a pas la capacité de continuer. Il faut savoir aussi que Israël a pratiquement perdu beaucoup, non seulement de ses armes, mais aussi a perdu beaucoup de ses capacités économiques à résister parce que toutes les ports, le port d'Eilat est complètement paralysé, l'économie est complètement paralysée puisque ce sont les réservistes, ils sont toujours au front dans l'armée, etc. Puis ce sont eux qui font de la production. Il y a une baisse énorme au niveau du produit national et puis de la sécurité au niveau d'Israël. Et ce sont les États-Unis qui injectent de plus en plus à la fois des milliards dans l'économie, mais aussi des milliards dans les armes qui sont données à Israël. Mhm. Alors, on va parler maintenant, on va zoomer sur la Palestine et parler de Sur le, ce que tu as évoqué voilà, en introduction, ouais. le charnier, l'énorme charnier qui a été découvert à Khan Younes. Donc on parlait au départ de 200 personnes et on commence à parler maintenant de près de 400 personnes, c'est vraiment énorme. On peut mentionner que certains médias ont spécifié qu'il y avait des organes manquants, certains médias mainstream, ce dont il s'était refusé à parler jusqu'à présent, même si nous on en avait parlé dans des précédents sites rep. Mm. Euh, L'UE, l'Union européenne, demande à ce qu'il y ait une enquête indépendante sur l'existence et sur la création de ces charniers. Est-ce que tu peux donc nous donner livrer ton analyse? Bah, écoute, en fait, effectivement, c'est l'horreur tous les jours avec les Israéliens qui commettent non seulement des crimes, mais des exactions, ils tuent les gens. D'ailleurs, dans ce charnier qui a été trouvé dans l'hôpital Nasser, on a trouvé des gens complètement déshabillés, les mains nouées dans le dos, euh, qui montrent les signes d'exaction et de torture et qui ont été balancés comme ça, en fait. Ajouté au fait qu'il y a des organes qui mentent, ajouté au fait que
Il y a des membres qui manquent aussi, et c'est quelque chose d'absolument épouvantable et odieux, et qui se répète, parce que je voudrais rappeler quand même le charnier qui a été trouvé à l'hôpital Al-Shifa aussi, lorsque les Israéliens se sont retirés, l'armée dite la plus morale du monde, là, l'armée israélienne, et ben là aussi, on a trouvé un charnier, et puis et des blessés, des morts, des gens torturés qui ont été, qui montrent des pas seulement des signes de torture, mais qui ont été même écrasés par les chars. Alors, on ne sait pas s'ils étaient écrasés, vivants, morts, etc., mais c'est une horreur. Même les cadavres n'échappent pas aux exactions israéliennes. Et même les cimetières, ils sont aussi, comment Des dire, cibles. tout est une cible, hein. Et c'est absolument incroyable, hein. Et au vu et au su du monde, hein, qui refuse de condamner, qui refuse de reconnaître le génocide jusqu'à maintenant, alors que la Cour internationale de justice a donné une ordonnance en fait qui montre clairement qu'on est en action de génocidaire, hein, et en fait qui exige aussi un cessez-le-feu et que cette armée arrête de s'attaquer aux civils, des gens qui ne sont pas armés, qui sont des femmes, des enfants, etc. Eh ben bon, ben ça continue au vu du monde entier. Alors, on Ben va... ça c'est quelque chose de très révoltant. Et en fait, je crois que ça fait que aussi ça montre au monde ce qu'est la nature réelle de ce pouvoir israélien, de cet État génocidaire. Et à partir de cela, effectivement, les pays qui le soutenaient, comme les pays occidentaux, comme la France et autres pays, commencent à prendre des distances par rapport à cet État. Même les mouvements juifs aussi dans le monde commencent à prendre beaucoup, pas seulement prendre des distances, ils éprouvent le besoin aujourd'hui de dire arrêtez de commettre des crimes en notre nom. C'est pas en notre nom qu'on acceptera, et ils se rangent de fait et cause aux côtés de la liberté des Palestiniens. Ils manifestent avec eux en levant le drapeau Palestine et en disant Free Palestine. Et c'est de plus en plus important, ce mouvement des juifs antisionistes, à tel point qu'aujourd'hui, certains disent, y compris, je voudrais quand même rappeler qu'il y a Naomi Chomsky, qui est quand même un grand juif, intellectuel, psychologue juif, etc., qui a dit que de toute façon, cet État d'Israël est un État qui n'a rien à voir avec les juifs, quoi, Mhm. et qui est un État. Alors, Shlomo Sand aussi, qui explique, qui est un écrivain aussi, on a cité un certain nombre d'écrivains juifs. Il y a Michel Sibony, qui est en France aussi, qui dit que de toute façon, être juif, c'est pas être, c'est pas être sioniste. Et être antisioniste aujourd'hui est un devoir de tout le monde. Alors, on va parler maintenant du soutien international à la Palestine, hein, qui est plus fort que jamais. Mm. Tu en as déjà parlé un petit peu précédemment. Mm. Aujourd'hui, en France, au niveau politique, il y a la France insoumise qui a été très claire depuis le départ et qui commence à avoir de plus en plus de problèmes avec notamment la justice française, avec les autorités françaises, avec la police notamment, puisque Mathilde Panot, qui est la chef de file LFI à l'Assemblée nationale, a été convoquée par la police. Ça fait suite au souci également que Rima Hassan, qui est franco-palestinienne et qui est membre de LFI et tête de liste aux européennes pour LFI, elle-même a rencontré. Il y a eu deux rassemblements coup sur coup qui ont été annulés, deux rassemblements LFI à Lille. Il y a également un tract CGT de la section nord pour lequel le responsable de la section nord de la CGT a été entendu par la police. Il y a vraiment une pression aujourd'hui face à essentiellement LFI mais même la CGT sur la question de la Palestine. Mm.
En effet, alors on parlait effectivement de ce visage ignoble d'Israël que le monde découvre, hein, alors qu'il se paraît comment dire, d'un masque de liberté, de démocratie, de défense des libertés, etc. Et ils occultaient l'autre aspect de répression contre les Palestiniens. Or maintenant, dans cette agression contre Gaza, et qui n'est pas la première d'ailleurs, mais en fait, Israël paraît sous son plus beau jour, hein, et dans sa vérité, dans sa réalité, ce qui pousse quand même tous les peuples et tous les mouvements qui ont la démocratie dans le cœur et qui ont à cœur aussi la liberté des peuples à réagir et à soutenir les Palestiniens. Ce mouvement de soutien des Palestiniens, il a été dès le début interdit par le ministre de la Justice, disons-le, là, qui disait que toutes les personnes qui hissent le drapeau palestinien, et ils sont antisémites ou ils sont terroristes, etc. Enfin bon, ça a été les propos les plus incroyables, hein. Bon, ça s'est tassé pendant un certain temps puisqu'ils ont vu que la vague de soutien ou la marée de soutien à la Palestine était beaucoup plus importante et qui risquait de les emporter. Maintenant, ils s'attaquent aux mouvements politiques qui ont pris pour partie effectivement le soutien de la Palestine et le soutien des Palestiniens, alors que la France prétend être un intermédiaire et prétend défendre les intérêts des Palestiniens aussi, et elle prétend défendre les deux États. Elle prétend Et être en la patrie fait, des droits de l'homme aussi. et la patrie des droits de l'homme. Alors là, oui, merci de le rappeler. On l'a oublié tellement les pratiques sont différentes. Bon, donc voilà, et voilà qu'on voit maintenant avec la Palestine et certainement sous la poussée de leur ami Netanyahou et des sionistes présents en France, hein, ils commencent à accentuer la répression contre toutes les forces qui ont pour pensée politique la défense effectivement des droits de l'homme et de la Palestine et de la démocratie et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des droits des peuples à se défendre contre l'occupant. Mhm. Alors, Donc aux USA également, voilà. on Oui, voit le soutien à la Palestine monter en puissance, en force, et notamment sur les campus universitaires, et notamment sur les plus grandes universités américaines, hein. tout à Euh, fait. mais il y a eu une intervention des forces de l'ordre, ce qui est relativement inédit. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui se passe là-bas? Alors, dans l'université de Columbie, de l'université Columbia, Columbia University à New York, en fait, de Harvard les grandes universités américaines qui, en fait, sont réputées dans le monde et donnent quand même pas mal de responsables dans le pays. Bon, le peuple, les étudiants qui soutiennent la Palestine sont de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, je tiens à dire quand même, en ce moment, ils ont décidé de faire des tentes gazaouis, en fait, sur les campus et les universitaires partout aux États-Unis. C'est un mouvement qui s'étend. C'est en fait une tente qui est là pour populariser la lutte du peuple palestinien et le faire connaître, hein. Qui se font aussi agresser par certains par les forces de l'ordre, hein, parce que tous en Colombie, et Columbia University, comment dire, la chancelière de l'université, elle a demandé à la police d'intervenir, ce qui est vraiment très étonnant et contraire aux habitudes et aux coutumes américaines, hein. D'autres interdisent, en fait. Il y a des responsables d'université qui interdisent complètement et qui ne veulent pas, à moins qu'il y ait une pression de l'État fédéral sur eux, etc.
Donc là, ça a été un cas unique, hein. J'espère qu'il s'étendra pas, mais en tout cas, les étudiants résiste, le mouvement se propage, hein, devient de plus en plus important et il s'organise de plus en plus aussi entre eux pour le soutien à la Palestine, aux Palestiniens, mais aussi en même temps, ils essayent de le faire de manière concrète, c'est-à-dire aussi il y a des universitaires qui organisent aussi un échange avec les Palestiniens à Gaza pour aider à en fait résorber ces 6 mois de non scolarité puisque les universités ont été détruites à Gaza. En fait, ils ont détruit aussi, je ne sais, 16 universités ou un truc comme ça. Donc, c'est très important. Et puis, ça montre aussi la solidarité du corps académique dans les universités américaines avec le corps académique des universités palestiniennes. Donc ça vient et ce mouvement s'étend. La répression aussi des États s'étend, mais en période électorale, ça devient un peu plus gênant puisque ces universités américaines sont celles-là, les universités d'où était parti le mouvement contre la guerre du Vietnam, d'où est parti le mouvement contre l'apartheid en Afrique du Sud et d'où part l'apartheid, le mouvement contre l'apartheid en Palestine maintenant et le génocide. Donc, ça a aussi un impact politique en fait, parce que dans ces périodes électorales, les responsables politiques, ils font aussi des conférences dans les universités et ils vont partout pour discuter avec les étudiants et pour demander effectivement à ce que les étudiants votent pour Biden, etc. Donc là, il y va effectivement de l'électorat de Biden, parce que s'il continue, il est entre deux feux, soit il continue dans cette politique répressive et il perd complètement pied dans les élections à venir, soit il cède et puis il admet la liberté d'expression réellement aux États-Unis. Alors Mais malheureusement pour les Palestiniens, j'ai envie de dire que entre Joe Biden et Trump, c'est un peu blanc bonnet et bonnet blanc, puisque Trump exactement. aura malheureusement très certainement comme colistier Jared Kushner, qui est un nutritionniste. Voilà. Donc, Absolument, je, il le dit d'ailleurs de toute manière dès maintenant, et il sera son bras droit s'il est élu. Bon, alors je voudrais c'est parler clair. maintenant de la flottille turque humanitaire dont Mm, tu m'as mm, parlé en préparant cette émission. Elle fait ouais, suite 14 ans après le Marmara, ce ouais. bateau qui était parti effectivement de Turquie, Mm, mm, avec notamment Ken O'Keefe, que je salue au passage, un ancien Marines américain que j'ai eu la chance d'interviewer en Iran en 2014. mhm. Et donc cette flottille turque, elle vient de partir, je crois, hein, elle est déjà partie. Mm. Si elle arrive à bon port, c'est un énorme pied de nez à Israël tout de même. Tout à fait. Et puis surtout, en fait, l'objectif, c'est briser le blocus de Gaza et c'est aussi montrer qu'il est possible de le faire. Et donc, il faut y aller. Et si on y va à nombreux, comme ça, on casse le blocus et on casse cette domination du passage de Rafah par les Israéliens qui utilisent l'arme de la faim comme une arme contre le peuple palestinien. Il utilise l'arme de la faim, il utilise l'arme du froid, l'arme des épidémies, puisque maintenant, en fait, ils ont cassé aussi toutes les Les centrales hôpitaux. d'épuration. Oui. Oui, pas seulement les hôpitaux, les centrales d'épuration d'eau. C'est-à-dire que même maintenant, quand il y a de l'eau, elle est contaminée. Ils ont cassé même aussi les circuits d'égout, ce qui fait que les eaux usées continuent à remplissent les rues de Gaza. Enfin, et avec un froid et une alternance froid et chaud, parce que les nuits sont très fraîches et la journée est très chaude
Et après avoir détruit pratiquement 60% de l'habitat à Gaza, il y a plus d'1 million de personnes exilées qui ont été exilées à plusieurs reprises. Donc les conditions à la fois d'alimentation, les conditions sanitaires de vie et les conditions de traitement, de médicaments, etc., rien n'est assuré maintenant. Et même d'ailleurs, il faut le dire aussi, parce que ça fait 200 jours, il n'y a pas de vie normale possible, donc pas de ramassage des poubelles, pas de ramassage des débris, on vit dans les décombres, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui est absolument pas, comment dire, adéquat ni avec la santé ni à la vie. Et ça, c'est complètement ignoble hein, et c'est impossible, c'est assez incroyable, ça se passe sous les yeux du monde. Et il faut réagir, il faut qu'on réagisse tous là-dessus et faire quelque chose pour ça. Alors, Alors, je pense que aussi, il est important, je parle pour l'Europe aussi, que dans les universités européennes et partout, qu'on exige aussi d'arrêter les accords d'association avec Israël, de chasser les ambassadeurs israéliens de partout, les interpeller d'abord et puis les chasser après, parce que c'est important quand même d'exiger un comportement de respect du droit humain de tous les États et arrêter ce massacre. mhm. Alors juste pour concernant la flottille turque humanitaire, on parle de 5000 tonnes de vivres et de médicaments, donc c'est relativement important. On va enchaîner avec cette information qu'on nous souhaitions commenter tous les deux. Donc la démission du chef du renseignement militaire, Aaron Aliva, certainement du renseignement militaire israélien, certainement pour couvrir Benjamin Netanyahou. Alors là, c'est pas un fait isolé. Il faut dire quand même que le fait depuis 200 jours qu'il n'y ait pas la moindre, d'abord déjà le fait du 7 octobre lui-même, plus le 200 jours sans aucune, même pas petite victoire, à part le fait de tuer, l'armée israélienne, elle est complètement en faillite, hein. Et cette faillite fait que, effectivement, les responsables commencent à voler en éclats. Et puis, alors, ce Aaron Aliva, qui, dès les premiers jours, a reconnu ses responsabilités dans l'échec et qui, aujourd'hui, annonce sa démission, elle va être suivie de la démission d'un autre responsable aussi de l'armée, qui est au plus haut niveau, les responsables de renseignement. Il y a beaucoup de personnalités, en fait, à la fois du renseignement et du renseignement et de l'armée qui vont démissionner. On pense que c'est un peu comment dire, le collier qui se défait et qu'ils vont tous, il y a un effet de domino quand c'est comme ça. Euh, et que l'État israélien va de fait s'effondrer, en fait, tout le monde se sent responsable de ces échecs, sauf Netanyahou qui apparemment continue à penser que c'est les autres et qui continue à leur envoyer la balle sans arrêt. Donc il y a une grande dissension entre le pouvoir politique et le pouvoir militaire et le pouvoir de renseignement. Il y a de grandes dissensions aussi à l'intérieur en ce qui concerne les otages en fait du Hamas, les détenus du Hamas. Mais il faut quand même dire que personne ne critique la violence de l'État d'Israël, la violence de l'armée, la violence. On a l'impression que tous ces gens sont complètement robotisés, fascisés, etc. Ils en demandent plus et ils veulent en finir avec les Palestiniens pour qu'ils prennent leur place. Bon, ceci dit, un fait très important, c'est que le nombre des migrants, des colons qui veulent partir, revenir en Europe, revenir aux États-Unis et revenir dans leur terre de natale,
en fait, est de plus en plus grand. On voit les aéroports sont bondés de monde pour partir. Euh, les, euh, comment dire, les ambassades des autres pays disent qu'il y a un nombre croissant quand même de demandes de visa parmi les Israéliens pour partir ailleurs, alors que nombreux d'entre eux, sachez-le quand même, ils ont deux nationalités, hein. Donc, mais malgré tout, quand même, ceux qui n'ont pas de nationalité, ils demandent des visas pour partir ailleurs. Et donc ça, c'est un point très important. Il faut quand même faire remarquer que les pays toute la partie nord de la Palestine occupée est complètement vide, hein, à cause effectivement de la présence très importante vraiment des ripostes du Hezbollah aussi, que la partie qui est pas loin de Gaza aussi, elle est vide, hein, ce qu'on appelle l'enveloppe de Gaza. Toutes ces colonies ont été vidées parce que la résistance palestinienne continue à tirer aussi sur les colonies qui sont autour d'elle, etc. Ils ont peur d'être là. Donc, en fait, il y a une perte de confiance dans l'armée israélienne, une perte de confiance dans la capacité de cet État à vivre, hein. Donc, beaucoup d'Israéliens quittent le pays et trouvent que ce n'est pas un lieu où il fait bon vivre. Mhm. Donc, ça, pour moi, c'est une grande victoire, en fait, de cette guerre menée, enfin de cette action menée par les Gazaouis, malgré le prix très fort du sang. Mais c'est une grande victoire si le narratif, ou je dirais, en fait, si les Israéliens pensent que la Palestine occupée n'est plus un lieu pour vivre, donc ils s'en vont. Ça, Mhm. c'est très bien, de même. Alors ceci trait touche à sa fin. On va mentionner quand même avant de se quitter le ballet diplomatique qui a lieu en ce moment, puisque donc, Raisi est en visite au Pakistan, donc le président iranien en visite au Pakistan pour apaiser les tensions récentes entre les deux pays, qui ne sont pas des grosses tensions, mais qui montrent également donc une concertation. Les deux pays ont également des échanges économiques importants. L'émir du Koweït en visite en Jordanie, qui ont rappelé donc la nécessité immédiate d'un cessez-le-feu à Gaza. Et à titre personnel, j'en profite pour annoncer la création d'un nouveau média francophone, la chaîne citoyenne, qui va produire sa première émission dans 10 jours, avec comme invité principal le colonel Alain Corvez, que tu connais bien, qui est ancien commandant Absolument, des casques bleus de la absolument, bah oui. FINUL, la force d'interposition au Liban entre le Hezbollah Au Liban, et Tsahal. Euh, entre le Liban et Israël. Voilà. Et donc cette émission va s'appeler Les Chroniques de l'Armageddon. Et c'est en direct que nous ferons cette émission vendredi dans 10 jours, le vendredi 3 mai à 20h30. Donc je donne rendez-vous aux internautes où vous pourrez vous connecter soit via la chaîne YouTube de la chaîne citoyenne, soit via la chaîne YouTube du Cercle des Volontaires, puisque ce sera également retranscrit sur cette chaîne. Voilà, donc je vous invite très nombreux à relayer l'information et à être présent ce soir-là. Un nouveau collectif est en train de se créer. Et Ben, bravo, c'est bien, c'est très très bien. C'est merci, important. merci à C'est toi, Elsa. important de le soutenir parce que c'est important de soutenir toutes les voies de la liberté d'expression et qui devient de plus en plus difficile en fait partout. Donc oui, important de soutenir. Alors nous estimons que le colonel Alain Corvez fait partie de ces personnalités, dont tu fais partie également, qui ne sont pas assez, bien sûr, interviewées par les médias mainstream, mais ça c'est pas surprenant, mais qui ne sont même pas assez, je trouve, interviewées par les médias alternatifs. Le colonel Alain Corvez est une personne de très grande qualité, un géostratège avec une analyse très fine, et Absolument. il mérite Il est venu en Syrie. oui, en Syrie, en Oui, il est Iran. venu en Syrie nous faire, oui, il nous a fait une belle conférence en Syrie et je l'avais invité là-bas. Et c'était un vrai plaisir en fait, effectivement.
Alors, Aïssa Midani, je te remercie beaucoup pour toutes les informations et toutes les analyses pertinentes que tu nous as encore livrées aujourd'hui. Et merci également Merci à pour toi. ta bienveillance et ta bonne humeur. Merci à toi, Raphaël. Merci à tous les internautes. Et on espère pouvoir leur apporter effectivement un éclairage sur tout ce que les médias mainstream veulent occulter. Et vous donne rendez-vous donc dans 10 jours, toujours sur cette chaîne. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Merci.